Allô, allô. Ouais. Bon, bonjour à tous. Merci d'assister à ce talk. Il y a pas mal de monde, un tout petit peu stressé. C'est mon premier talk. Ce talk s'intitule, bon, dans le programme, c'est Compromission d'une forêt Active Directory sans exploiter de vulnérabilité. Je l'ai juste légèrement renommé ici. Parce qu'en fait, il faut entendre de vulnérabilités qui sont patchables, okay, c'est-à-dire qui peuvent être résolues par des mises à jour. Donc là, j'ai plutôt utilisé le terme CVE. Alors très rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alexis Gostel, je suis consultant en sécurité plutôt offensive avec une passion particulière pour tout ce qui est sécurité AD. Donc on pourrait dire que je suis pentester, hein, si vous connaissez un peu le métier. Avant ça, j'ai une expérience de pentest au Luxembourg, donc pendant 2 ans, j'ai pu travailler avec pas mal de grands groupes financiers, etc. Et suite à ces 2 ans, donc au Luxembourg, je suis revenu dans mon Alsace natale, parce que là, j'ai grandi en Alsace, pour monter une société qui s'appelle Nevasec. Et donc on propose audit technique, pentest et sécurisation AD aux entreprises locales principalement. À côté de ça, je suis aussi formateur. J'interviens dans pas mal d'écoles, dans pas mal de campus aussi bien en Alsace, Metz, Nancy, Reims, etc. Il y a quelques étudiants parmi nous ici. Je les vois au fond de la salle, par exemple. Donc on va démarrer tout de suite. Alors déjà, on va démarrer par un constat. Alors le constat, c'est quoi? On a un très grand nombre d'organisations qui utilisent Active Directory. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas un peu Active Directory, pour faire simple, c'est la solution Microsoft pour gérer un peu tout le réseau d'une entreprise. Donc les autorisations, les autorisations, les authentifications, etc. Donc on a un très grand nombre d'entreprises qui utilisent cette solution. Et cette solution a souvent été déployée, alors des fois il y a plusieurs années. À l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup de considération pour la sécurité. Et à côté de ça aussi, la philosophie Microsoft, c'est quoi? Alors, principalement avant encore, c'était de tout activer pour des réseaux de rétrocompatibilité, c'est-à-dire pour que ça fonctionne, si jamais vous avez un vieux système, il faut que ça puisse fonctionner. Okay, alors des charges, ça commence à s'améliorer aujourd'hui avec les nouvelles versions, notamment de Windows Server. Mais en tout cas, on a encore cette grande dette technique, on va dire, au niveau des entreprises. Pour finir, on a aussi les formations à la sécurisation qui sont plutôt récentes et peu ou mal diffusées en fonction des écoles, etc. Et donc le résultat, c'est quoi? On va avoir des Active Directory qui vont être livrés et gérés par soit des sysadmins, donc en client final, soit des prestataires qui ne vont pas être forcément formés au vecteur d'abus. Okay, et enfin, je tiens juste à rappeler que l'Active Directory, ce n'est pas vraiment l'objectif d'un attaquant, c'est plutôt le moyen d'y parvenir. C'est-à-dire que grâce à l'Active Directory, il va pouvoir élever ses privilèges, obtenir assez de privilèges pour faire de l'exfiltration de données, déployer son ransomware, etc. Mais en tout cas, c'est le chemin, on va dire, privilégié. Alors l'objectif du talk, c'est quoi? C'est de suivre du coup une kill chain complète. Donc on va partir d'un accès réseau. Donc on va quand même présumer qu'un attaquant a un accès au réseau interne d'une entreprise. D'accord? Donc faut pas non plus avoir peur, c'est pas forcément faisable depuis l'externe directement. Hein. Et on va voir comment on peut donc élever nos privilèges jusqu'au domaine racine. Donc c'est montrer comment une forêt AD peut tomber donc sans exploiter une seule CVE. Et enfin, donc, présenter des abus de configuration qui sont bien connus aujourd'hui. Hein. Donc, il y a quelques pentesters ici assez expérimentés. Vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose. C'est plutôt à destination de personnes qui découvriraient un peu ça. Mais c'est des choses qu'on connaît, qui sont documentées, mais qui sont toujours présentes. Okay, c'est-à-dire que moi, quand je fais un pentest, je vais retrouver ce que je vais vous montrer là. Alors pour démontrer un peu tout ça d'un point de vue technique, j'ai monté un petit lab. Donc, alors ce ne sera pas des démos, je préférais pas me laisser avoir par l'effet démo, donc tout est dans le PowerPoint. Mais il y a un petit lab très simple. On va avoir en fait une forêt qui s'appelle nevagroup.local avec son contrôleur de domaine, donc c'est son serveur maître si vous voulez, hein, pour vulgariser un peu. Et à l'intérieur, on a un autre sous-domaine en fait, sec.nevagroup.local qui a lui aussi son propre contrôleur de domaine. D'accord ? Et nous, on va démarrer ici en tant qu'utilisateur non privilégié, enfin juste avec un accès réseau, on va passer utilisateur non privilégié et le but c'est d'arriver jusqu'en haut. Alors quelques petits disclaimers avant de démarrer vraiment. Déjà, certains aspects techniques vont être volontairement simplifiés parce que 40 minutes c'est beaucoup trop court. Par contre, si vous êtes intéressé par le sujet,
on a un stand au Hacking Village, on sera là toute la journée, avec un lab où vous pourrez pratiquer, si vous avez envie, les attaques qu'on a vues ou d'autres. Okay, donc je serai disponible, il n'y aura pas forcément le temps pour des questions à la fin de ce talk, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer à notre stand. Les techniques que je vais présenter ne sont pas toutes forcément OPSEC safe, c'est-à-dire on peut se faire repérer, d'accord ? Par contre, dans un environnement où on ne va pas avoir de monitoring spécifique Active Directory, donc j'entends bien, peut-être qu'on va avoir un EDR sur les postes, ok, cool, on se pense protégé. S'il n'y a pas de monitoring spécifique à l'AD, les techniques que je vais vous montrer là, elles passent sans problème, d'accord ? Ok, donc c'est parti. Donc on va débuter. Alors, première technique bien connue, si vous êtes un peu pentester ou si vous êtes un peu renseigné sur la sécurité AD, c'est une technique qui s'appelle le LLMNR poisoning. Alors, je vais faire de mon mieux pour expliquer assez simplement. En fait, le LLMNR, c'est un protocole de résolution de nom. Okay, donc, par exemple, quand une machine veut communiquer avec une autre, elle va devoir utiliser son nom et récupérer une IP. Et en fait, le LLMNR va fonctionner à partir du moment où le DNS donnera une réponse négative. Donc, c'est-à-dire la machine, on a un exemple ici, on a une workstation ici qui veut, en fait, il y a un vieux script qui se lance au démarrage de chaque session qui va essayer de monter un partage de fichiers. Okay, ce partage, il pointe vers un serveur de fichiers en fait, qui n'existe plus, qui a été décommissionné il y a peut-être 5 ans de ça. Okay, mais par contre, le script s'exécute toujours. Alors c'est transparent pour l'utilisateur, on lui va pas d'erreur, etc. Donc qu'est-ce qui se passe ? La machine, elle va essayer de communiquer avec ce FS01, elle va interroger son serveur DNS, et son serveur DNS va lui dire bah non, moi je ne le connais pas, il n'existe plus, parce que le serveur n'existe plus depuis des années. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait ? Par défaut, sur des machines Windows, on va avoir un protocole qui va prendre le relais, qui s'appelle donc le LLMNR, et en fait, ce protocole, il fonctionne sous forme de broadcast. Donc en fait, il va communiquer avec tout son réseau, tout son sous-réseau, et il va demander est-ce que quelqu'un ici, en fait, dans mon sous-réseau, est la machine à laquelle j'essaie de joindre ? Donc toutes les machines vont recevoir ça, et nous, en tant qu'attaquants, qu'est-ce qu'on va dire ? On va lui dire oui, moi, je suis FS01, viens te connecter à moi. Okay, donc qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh ben, on va avoir une négociation SMB, je vous passe un peu les détails, hein, et une authentification. Pour faire simple, on va récupérer une demande d'authentification. Okay, donc on va voir maintenant comment ça se déroule dans la pratique. On va utiliser un outil qui s'appelle Responder, développé par Laurent Gaffier, qui est un Français. Vous allez voir beaucoup d'outils qu'on utilise pour le pentest AD sont développés par des Français. On est très fort pour ça, pour une fois qu'on peut un peu se jeter des fleurs. On va donc lancer un outil qui s'appelle Responder. On va le lancer sur notre interface d'écoute. Hein. Donc j'entends bien, on est connecté au réseau interne de l'entreprise. Il va écouter sur plein de services différents et on va commencer à écouter pour du trafic. Et là, donc, on a effectivement cette requête dont je parlais avant qui va se passer. On va avoir notre machine, enfin la machine Windows, pardon, qui essaye de joindre un serveur qui n'existe pas. On va lui répondre, on va dire oui, c'est moi, viens te connecter à moi. Et du coup, ici, on va recevoir en fait le hash de l'utilisateur à qui appartenait la session. Okay, en fait, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas un peu les hashes, il faut comprendre que là derrière, on a le mot de passe. Okay, il va falloir par contre arriver à le craquer. Ça tombe bien, c'est l'étape d'après. Donc, une fois qu'on a récupéré ces hashes, alors on peut en récupérer tout plein. Hein. En fait, quand on est dans un réseau entreprise, on va avoir pas mal de trafic qui tourne. Le but, c'est d'essayer de le craquer. Donc, essayer de récupérer le mot de passe qu'il y a derrière. Alors, on a plein de manières de faire du hash cracking. Ici, c'est une manière qui est assez classique, que j'aime bien utiliser en mission. On va se créer un petit dictionnaire. Alors là, j'ai vraiment fait très simple, je n'en ai pas mis beaucoup. Vous voyez, on va mettre des mots assez classiques qu'on pourrait retrouver dans des mots de passe. J'espère que personne ici n'a un mot de passe avec AZERTY à l'intérieur, s'il vous plaît, quand même. Donc des mots de passe, on va dire des mots classiques, génériques, et après on peut aller s'amuser à contextualiser en fonction de la mission. Donc ça, je le fais tout le temps avant d'aller dans une mission. Par exemple, si on est en Alsace, évidemment Alsace, on pourrait mettre Bretzel, etc., Strasbourg. On va mettre le nom de l'entreprise. S'il vous plaît, arrêtez de mettre le nom de l'entreprise dans votre mot de passe, hein, avec un 67 à la fin ou quelque chose. On peut aussi être un peu original, mettre équipe de foot locale, etc. Okay, là, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Pour la petite histoire, moi quand j'étais pentester au Luxembourg, j'avais beaucoup de mots de passe avec Portugal, Ronaldo, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a environ, je crois, 16% de la population locale qui est d'origine portugaise. Donc même des aspects culturels, en fait, on va les retrouver dans les mots de passe. Donc ça, c'est un sujet qui me passionne. Si vous voulez, on pourra parler de mots de passe au stand, il n'y a aucun problème. Ok, donc on a un dictionnaire, voilà, custom.
Et en fait, on va appliquer ce qu'on appelle des règles. Alors des règles, c'est quoi? C'est un peu compliqué à lire comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ces règles vont appliquer des petites choses à nos mots de passe. Par exemple, rajouter un 1 à la fin, okay, supprimer des caractères, mettre des caractères en majuscules, etc., etc. Parce que le but, c'est qu'ici, on a des mots de base, et ensuite, on va créer des vrais mots de passe avec. Ici, ce fichier de règles, il est assez connu, il est assez classique. Il fait 100 000 lignes, donc c'est-à-dire qu'il y a 100 000 règles différentes. Autrement dit, il faut multiplier mon dictionnaire par le nombre de règles et ça va me faire le nombre de mots de passe que je vais tenter. Okay, et ça, en général, ça fonctionne très bien. Donc c'est parti, là on a une commande, donc on va utiliser un utilitaire qui s'appelle H4 pour récupérer, alors c'est un tout petit peu coupé, mais voilà, c'est H4. Donc on va spécifier le chemin vers notre fichier de règles. Ici, c'est le fichier qui contient le hash, hein, je vous rappelle qu'on a récupéré juste avant, et notre wordlist custom. Et bingo, donc là, malheureusement, cet utilisateur, alors je vous rassure, c'est pas vraiment dans mon entreprise que ça se passe comme ça, enfin, on n'a pas de mot de passe comme ça, j'espère. Donc NeoAsec 1, 2, 3, donc ça c'est vraiment un classique, hein. Alors ça peut être aussi 2025, vous voyez, en fonction de l'année et tout ça. Voilà, donc là, splendide, on a un accès utilisateur à l'AD. Okay, à partir du moment où on a un accès utilisateur à l'AD, là, le champ des possibles s'ouvre. On va utiliser un outil qui est bien connu, vous avez peut-être déjà entendu parler de Bloodhound, pour faire de l'énumération sur notre Active Directory. Et l'énumération, c'est de récupérer des informations pour ensuite prendre des décisions sur des chemins d'attaque, etc. Alors Bloodhound, il fonctionne en plusieurs étapes. On va d'abord collecter de la donnée. Donc pour ça, on va communiquer en LDAP, donc qui est le protocole qu'utilise Active Directory pour récupérer des informations sur les utilisateurs, ordinateurs, permissions, etc. Ensuite, on va prendre ces données, on va les ingérer donc, dans notre interface Bloodhound. Et après, on va pouvoir les analyser et ça va donner des choses comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Donc vous voyez là, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas ce qu'il y a dans le lab. On est déjà dans un assez gros AD, là, j'ai envie de dire. L'idée, c'est quoi? C'est que, tiens, par exemple, en fait, on a toujours un objectif à droite du graphique, qui est en général le domaine admin, hein, par défaut. Après, on pourra parler des scénarios, si vous voulez. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à cet objectif. Et comment est-ce que je peux y arriver? Peut-être que j'ai un utilisateur là qui est admin d'une machine. Peut-être que sur cette machine, j'ai un utilisateur qui est connecté. Donc si j'arrive à compromettre cette machine, potentiellement, j'ai compromis ce user. Ensuite, on a un groupe, etc. etc. Okay, l'objectif, c'est de remonter la chaîne comme ça pour arriver à notre objectif. Donc comment en pratique ça se fait? On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle un collecteur. Donc là, j'utilise un collecteur qui s'appelle blowdown.py. Donc c'est une implémentation en Python. Vous avez du PowerShell, vous avez du Rust, etc. Vous avez un peu tous les langages. Et on va spécifier donc l'utilisateur, vous voyez, qu'on a compromis juste avant. Parce que comme dit, il faut avoir un accès initial à l'AD pour pouvoir faire ce genre de choses. On spécifie l'adresse IP du compteur de domaine, et là, voilà, on se connecte, et vous voyez qu'il va récupérer un domaine, un ordinateur, des utilisateurs, des groupes, etc. Ça, ensuite, ça nous fait un joli fichier zip ici. Et on va aller dans l'interface de Bloodhound, et on va tout simplement uploader le fichier zip. Okay, alors pour les connaisseurs ici dans la salle, vous allez voir, il y a un petit tour de magie qui va se passer. Ici, on est sur Bloodhound Legacy, et slide d'après, on est sur Bloodhound, le nouveau Community Edition. Parce que c'était plus simple à montrer comme ça. Alors maintenant dans Bloodhound, alors je ne peux pas tout montrer hein, évidemment, mais comme dit, n'hésitez pas à passer au stand si vous êtes curieux. On va pouvoir faire des requêtes, en fait, trouver des utilisateurs vulnérables, etc. Ici, j'ai cliqué sur une requête All Kerberos Stable Users. On va en parler juste après. En tout cas, ici, on a un compte SVC SQL qui a priori est vulnérable. Okay, on garde ça de côté juste après. Et par exemple, on va pouvoir dessiner des chemins d'attaque. Et là, par exemple, on a un chemin tout tracé, en fait, à partir de SVC SQL, a priori, on va avoir des droits. Donc Generical, c'est le contrôle total, hein, si vous connaissez un peu les droits dans Active Directory, sur un utilisateur qui s'appelle SVC Cert. Et a priori, cet utilisateur, alors on ne sait pas trop encore ce que c'est, ADCS ESC4, c'est bizarre, encore un ADCS mal configuré, ça c'est vraiment un classique qu'on va retrouver en interne, on va en parler juste après. Donc là, on a notre chemin d'attaque. C'est quoi? C'est Kerberos-Sting, donc c'est le nom de l'attaque sur SVC SQL. Ensuite, contrôle total sur SVC Cert. Et après, ADCS ESC4. Et a priori, on serait roi du monde. Donc on va voir ça. Donc c'est parti, on enchaîne. Hein, faut s'accrocher, hein, c'est assez intense. Donc Kerberos-Sting. Je vais essayer d'expliquer Kerberos le plus simplement possible.
j'ai l'habitude avec les étudiants. Bon, on va voir si je vais y arriver aujourd'hui. Pour faire simple, Kerberos, comment l'authentification Kerberos fonctionne? Alors imaginons ici, c'est pas un attaquant, okay, c'est un client qui est gentil, il n'a pas de tête de mort, etc. Il veut accéder à un service, okay, admettons un Microsoft SQL Server. Pour accéder à un service, en fait, pour éviter que tous les services dans l'Active Directory, donc en fait quand on dit service, c'est vraiment à prendre au sens large, hein, c'est même partage de fichiers, etc. Pour éviter que tous les services en fait connaissent les mots de passe de tous les utilisateurs, on va fonctionner autrement, on va fonctionner sous forme de ticket. Et en fait, le client va demander un ticket à son contrôleur de domaine pour qu'il puisse ensuite derrière accéder avec un autre ticket, je vais expliquer après, au service. Okay. Ce qui se passe dans les services, c'est que le ticket, je vais continuer là, ça sera mieux comme ça. Donc pour faire simple, on a donc le contrôleur de domaine au final qui va nous donner des tickets de service pour accéder à ces services. Et en fait, ces tickets de service là, ils vont être chiffrés avec le mot de passe du compte de service associé. Okay. C'est-à-dire qu'on a un compte de service qui gère un service. Et en fait, pour qu'on puisse valider que le client a bel et bien accès à ce service, le compte de service ici va pouvoir déchiffrer le mot de passe en entrée, enfin déchiffrer pardon, le ticket en entrée pour valider que le ticket est valide. Okay. Je ne sais pas si j'ai fait un bon job là à expliquer. Des fois c'est un peu compliqué, mais comme dit, s'il y a des questions après, n'hésitez pas. Au niveau du Kerberos Sting, pour faire simple, donc on va en fait en tant qu'attaquant demander des tickets pour tous les services, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un utilisateur standard peut demander des tickets pour n'importe quel service dans l'AD. Okay, en fait, la notion d'autorisation, elle se fait après. Okay. Donc en tant qu'attaquant, on va demander des tickets pour tous les services. On va ici récupérer un ticket de service qui va, comme je rappelle, contenir en fait en quelque sorte le mot de passe du compte de service associé. Avant, on avait SVC SQL. Et l'objectif, donc, c'est on prend le ticket de service et on essaie de le craquer. Okay. Donc on va voir comment ça se déroule en pratique. Donc c'est une simple commande, hein. C'est en fait un script Python de la suite Impacket, si vous connaissez un peu. Donc getUserSPN ici, on spécifie tout simplement l'adresse IP donc, de notre serveur. Et comme dit, hein, encore une fois, il faut être authentifié pour pouvoir se faire ce genre de choses. Donc on utilise le compte à bas privilège qu'on a récupéré avant. Et en fait, on va du coup pouvoir aller interroger le contrôleur de domaine. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose un peu bizarre. En fait, donc ça c'est un hash de mot de passe. Et vous voyez qu'ici, on a inscrit ici SVC SQL. Parce que si je reviens en arrière dans le blowdown, c'était le compte SVC SQL qui était vulnérable. Okay. Donc là, en quelque sorte, on a, alors il faut encore qu'on arrive à le craquer, mais il y a ici là, le mot de passe de ce compte de service. D'accord. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, le cracking. Alors là, j'ai fait assez simple pour pas non plus perdre trop de temps au niveau de tout ce qui est cracking. Donc on a une commande ici. On va préciser donc, le type de hash qu'on souhaite craquer. Ça, c'est juste un ID, si vous voulez. On a le hash ici à l'intérieur de ce fichier. Et là, j'ai simplement pris une word list bien connue qui s'appelle ROQ, qui n'est pas exceptionnelle, mais bon, dans le cadre de cette présentation, ça sera suffisant. Et du coup, on a un peu le même résultat qu'avant. Vous voyez qu'on obtient le hash ici et le mot de passe juste après. Okay. Donc là, voilà, comme dit dans la vraie vie, c'est pas forcément aussi simple, hein, je vous rassure. Bon, les mots de passe de compte de service, il faut faire attention, mais c'est quand même assez classique qu'on puisse les trouver. Ok, donc là, on a compromis un nouveau compte. Okay, donc on a commencé avec le compte Matisse. Là, on est passé à SVC SQL. Ok, donc là, la prochaine étape, si vous vous souvenez, je vous montrerai après le graphique, mais on avait contrôle total sur un compte qui s'appelle SVC Cert. Alors, quand on a contrôle total, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut changer le mot de passe. Mais est-ce qu'on va faire ça? Un compte de service, changer le mot de passe en production, c'est pas conseillé. Okay. Donc, on va prendre une approche un petit peu plus subtile. On va exploiter une fonctionnalité de l'AD qui existe. Donc, jusqu'à maintenant, ce que je vous rappelle, tout était du by design. Kerberos Sting, c'est une vulnérabilité by design. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay, on peut pas. Il y a des solutions pour s'en prémunir, mais en tout cas, c'est comme ça. Ici, on va utiliser une technique qui s'appelle Shadow Credentials. Ça fait un peu peur. En quoi ça consiste? Alors déjà, on part du postulat que l'authentification Kerberos repose sur des tickets. Okay. TGT, en fait, ça veut dire Ticket Granting Tickets. En fait, c'est un ticket qui permet de récupérer des tickets derrière. Okay. Parce qu'il y a deux phases d'échange de tickets, si vous voulez. Le TGT permet d'obtenir donc des
tickets, des service tickets, donc des tickets de service, comme on a fait juste avant, pour accéder à des services. Et comment on obtient un TGT? En fait, on obtient via une phase qu'on appelle de pré-authentification. En fait, la pré-authentification, pour faire simple, dans la plupart des cas, c'est quand vous ouvrez votre session, donc si vous êtes, vous êtes connecté dans votre entreprise, vous ouvrez votre session Windows, en fait, votre mot de passe va être envoyé et vous allez récupérer votre ticket. Okay, ça, c'est le cas classique assez simple. Mais on a d'autres moyens de récupérer un TGT, notamment en asymétrique, avec en fait, une clé privée. Et en fait, dans Active Directory, depuis 2016 de mémoire, tous les objets, que ce soit utilisateurs et ordinateurs, ont un attribut qui s'appelle MSDS Key Credential Link, qui va permettre en fait de stocker des clés publiques pour pouvoir passer par cette authentification asymétrique. Du coup, l'attaque Shadow Credentials, en fait, si on va pouvoir modifier ce fameux attribut MSDS Key Credential Link, on va générer notre propre paire de clés, donc clé privée, clé publique. Okay, on va stocker la clé publique dans cet attribut. Okay, et ensuite, on va pouvoir obtenir au final un TGT valide parce qu'on va s'authentifier avec la clé privée qu'on a générée avant. Est-ce que ça va? Ok. Alors, il y a quand même des prérequis pour que ça fonctionne. Donc, il faut que notre domaine soit compatible avec PKInit. Pour ça, il faut avoir au moins un contrôleur de domaine sous Windows Server 2016. Là, encore une fois, j'espère que c'est le cas quand même. S'il vous plaît, ça fait un petit moment quand même. On doit avoir un contrôleur de domaine qui dispose de sa propre paire de clés. Alors ça, ce sera par défaut, à partir du moment où vous avez installé un ADCS, les contrôleurs de domaine auront leur propre paire de clés, okay, pour supporter cette authentification. Et donc, il nous faut le contrôle d'un compte qui peut modifier l'attribut sur la cible. Là, je vous rappelle, on a contrôle de SVC SQL. Alors, tac, c'est juste là. On a contrôle de SVC SQL, on va pouvoir modifier l'attribut sur SVC CERT. Donc c'est parti, donc on va utiliser un outil qui s'appelle PyWhisker, développé par quelqu'un qui est dans la salle, je crois, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, c'est Charlie Bomberg. Donc c'est un outil en fait qui va franchement nous simplifier la tâche, hein. Là il n'y a pas à dire. On va simplement spécifier là le compte qu'on a récupéré, donc SVC SQL, hein, et on va donner la target, donc SVC CERT, hein, c'est celui qu'on essaie d'attaquer. Premièrement, on va juste lister pour être sûr que l'attribut soit vide, d'accord? Parce que c'est une fonctionnalité qui est assez rarement utilisée, mais si c'est utilisé, il faudrait éviter peut-être d'écraser l'ancienne clé publique qui est peut-être du coup utilisée. Okay, ici, tout va bien, on nous dit que c'est vide. Parfait, on passe à l'attaque. Donc, on respécifie notre mot de passe, notre compte de SVC SQL, notre target, et là, on fait donc un add pour rajouter. Et là, vraiment, ça va tout faire à notre place. Il va aller regarder donc le compte en question, il va aller générer le certificat et la clé publique, il va aller updater donc l'attribut et on va obtenir en fait un fichier PFX, donc qui est un certificat qui sera protégé par un mot de passe. Alors là, voilà, oui, alors je sais pas pourquoi c'est écrit en allemand. C'est de l'allemand, hein, je pense. Hein. Bon, il s'avère que voilà, je sais pas pourquoi ça doit dépendre d'un autre outil qui était développé par un Allemand, mais en tout cas, on a effectivement notre PFX, et après, regardez, franchement, ça nous mâche le travail, il nous donne la commande à faire ensuite, okay, pour en fait récupérer le TGT. Donc c'est un script qui s'appelle getTGT PKInit, avec le nom du PFX, okay, c'est un nom aléatoire qui nous est généré avant, le mot de passe associé, et ensuite notre target. Okay. Donc les pentests internes, c'est quand même assez simple avec les outils qui existent aujourd'hui. Il faut juste un peu savoir ce qu'on fait. On a donc ici, j'ai copié-collé la commande, hein, tout simplement, getTGT PKInit, tac tac. Ici, ça va demander un TGT et accessoirement, ça va nous donner en fait une clé de chiffrement qui va nous être utile juste après. En fait, alors soit on pourrait utiliser le TGT, ok, ça se fait, il n'y a pas de problème. Bon, si on veut simplifier la vie, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici cette clé et on va... Alors ça c'est à ignorer, hein. C'était une petite, ça sert à rien, là j'avais juste exporté le TGT mais c'était pas nécessaire. On va utiliser un autre script Python, toujours de la suite Impacket, hein. On utilise beaucoup les scripts Impacket, et on va dire donc getNTH ici, on va prendre la clé qu'on avait juste là, on va donc interroger notre BC comme d'habitude, et on va le pointer donc sur le compte. Et en fait là qu'est-ce qu'on va obtenir?
Alors c'est un peu coupé, mais là on a en fait un hash NTLM, pour ceux qui connaissent un peu. Donc ici on a en fait le hash NT de SVCcert. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que là-dedans on a en théorie le mot de passe, d'accord? Donc on pourrait se dire il faut encore craquer ce hash, hein, parce qu'on ne l'a pas en clair. Mais en fait non, parce qu'on peut réutiliser les HNT, on va faire ce qu'on appelle du pass de hash. Donc là, même si SVCcert a le mot de passe le plus fort du monde, okay, 120 caractères s'il veut, il n'y a pas de problème, on va juste pouvoir réutiliser cette empreinte pour s'authentifier en tant que SVCcert. Alors si on fait juste un petit tour par le contrôleur de domaine pour vérifier, là évidemment on ne ferait pas forcément ça en pentest à ce stade, hein, parce qu'on n'aurait pas l'accès, mais c'est juste pour montrer, vous voyez on va sur le compte SVCcert, on va aller regarder éditeur d'attributs, et vous voyez que là du coup on a effectivement la clé publique qui est renseignée. Okay, donc si jamais vous avez dans votre infra, ça se fait en PowerShell, hein, des comptes qui ont une clé publique renseignée ici et que vous n'utilisez pas vraiment PKInit, c'est louche. Okay, ça peut valoir le coup de vérifier. Ok, donc là, on a compromis hein, SVCcert. Maintenant, il nous reste une dernière étape, attaquer la DCS. Donc la DCS, c'est quoi? C'est Active Directory Certificate Services. C'est un service dans l'Active Directory qui vous permet de générer des certificats, par exemple pour vos serveurs web, vous voyez, pour exposer de l'HTTPS sans que vous ayez le warning, attention, certificat self-sign, etc. Donc en fait, c'est la PKI Microsoft. Okay, vous pouvez générer des certificats pour vos utilisateurs, pour qu'ils se connectent en VPN, etc. etc. Et la DCS, il s'avère que c'est un service qui est très souvent mal configuré. Okay, on va très souvent le retrouver. Globalement, sur les derniers pentests que j'ai faits, à la louche, comme ça, je dirais dans 60-70% des cas, il y avait un chemin vers domaine admin à partir de la DCS. Okay, donc c'est vraiment assez dévastateur. Pourtant, c'est des choses qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil qui s'appelle CertiPy en Python, donc, et on va aller énumérer la DCS, c'est-à-dire on va aller récolter de l'information. Vous voyez que ici, j'utilise donc le compte SVCcert, hein, qu'on a récupéré juste avant, et je vais utiliser son hash. Okay, donc je vous rappelle, on n'a pas besoin de craquer son mot de passe. On va réutiliser son empreinte, et ça va nous suffire. On va avoir ici des informations qui vont apparaître, donc c'est un peu plus fourni, hein. Là je fais un screenshot un peu rétréci, on va dire. En fait, on va avoir ce qu'on appelle des templates de certificats. Les templates, c'est quoi? C'est des modèles sur lesquels on va se baser pour générer des certificats pour nos utilisateurs. Ici, on a un template, ok. Alors, on a différentes configs, hein, je ne vais pas toutes les expliquer en détail, mais en gros, là, il n'y a rien de spécial. Okay, tout va bien pour ce template. Sauf que, si on descend un peu, on va voir les permissions pour ce template. Et ça, c'est du coup, quel utilisateur a le droit de modifier ce template. Et si on regarde, alors là, on a qui sont les objets qui ont contrôle total. On a effectivement SVCcert. Et du coup, en fait, l'outil, vous voyez, il vous dit attention, ici, il y a une SC4 parce que j'ai lancé l'outil en tant que SVCcert. Donc, il va dire l'utilisateur que vous avez actuellement a des permissions dangereuses sur ce template. Donc des droits élevés, pour résumer un peu hein, sur un template de certificat, en fait, on va pouvoir le modifier pour le rendre exploitable. Parce que vous avez des attaques qui se basent sur des certificats qui ont déjà des configurations dangereuses, okay, mais si vous avez la permission nécessaire, vous pouvez le modifier pour le rendre dangereux. Okay, donc à l'état actuel, il n'est pas dangereux, mais on va pouvoir le modifier. Par exemple, en activant le fameux flag enrolleeSupplySubject, pour faire très simple, ça, en gros, si on a ce flag qui est paramétré sur un template de certificat, moi, en tant que Toto, okay, utilisateur tout à fait standard, je vais pouvoir aller demander un certificat, mais je vais dire, OK, je le veux pour l'admin. Okay, donc là, vous imaginez déjà, c'est un peu problématique. Et en combinant ça avec un usage d'authentification, parce que tous les certificats ne permettent pas de s'authentifier, là, dans celui-là qu'on a, c'est déjà le cas, mais comme dit, on peut le modifier, donc on pourrait rajouter ça, il n'y a pas de souci. On va pouvoir demander donc un certificat au nom d'un compte à privilège, au hasard l'admin, et s'authentifier avec celui-ci. Alors comment ça se passe en pratique? On va réutiliser CertiPy et on va utiliser cette fois-ci, au lieu de find, ici template, parce qu'on dit, ok, je veux agir sur un template. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? On va dire ici write default configuration. En gros, il y a une config par défaut qui va le rendre vulnérable. Et comme dit, hein, j'utilise bien mon compte SVCcert avec son hash. Et il va donc nous modifier, alors je vous passe les détails, mais voilà, il va nous modifier, il va nous le rendre vulnérable.
Okay, accessoirement, quand même, et ça c'est important, il va nous faire une sauvegarde de l'ancienne config. Parce qu'en pentest, on évite de sortir de chez le client en ayant laissé des trous béants quand même. Donc il faut restaurer par la suite, alors je ne le montrerai pas là, mais on restaure bien l'ancienne configuration. Okay, j'ai eu à le faire, c'était le mois dernier, il y avait une ESC4. Petit point juste préalable, avant de finir l'attaque, il faut juste aller récupérer ce qu'on appelle le SID du domaine pour pouvoir faire la commande suivante. C'est, pour faire simple, l'identifiant unique du domaine. Okay, là, on peut le récupérer avec n'importe qui. Là, j'ai montré qu'on le fait avec l'utilisateur standard. Peu importe. C'est juste un petit détail parce que on va en avoir besoin dans la commande suivante. C'est cette commande-là qui est assez importante. Et regardez, là, j'ai changé. Je suis plus SVC, certes, parce qu'en fait, la config que je viens de mettre, donc le template qui est maintenant vulnérable, n'importe quel utilisateur dans le domaine va pouvoir récupérer un certificat pour l'admin. Okay, donc là, je fais un request avec mon utilisateur à bas privilège, son mot de passe, l'adresse IP du contrôleur de domaine. Je précise donc le template qui s'appelait CertVPN. Je vais préciser le user principal name ici, qui est donc l'administrateur du domaine. Et il faut juste que je rajoute son SID, parce qu'en fait, il faut intégrer le SID de l'utilisateur. Et c'est quoi là le SID de l'admin? C'est tout simplement le SID du domaine, vous voyez, -500. Parce que pour ceux qui connaissent un peu, le 500, c'est toujours l'ID de l'admin. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, vous voyez, il m'a écrit un certificat, il m'a donné un fichier en fait administrateur.pfx. Ok, ça sent plutôt bon tout ça. On va essayer de l'utiliser pour s'authentifier. Et là, c'est tout simple, la commande, vous voyez, avant c'était un peu une commande à rallonge, ici c'est tout simple. Certify Authenticate, on précise le fichier PFX, on précise l'IP du contrôleur de domaine, et vous voyez qu'il va donc s'authentifier. On va récupérer un TGT, mais aussi, on va récupérer au final, un peu plus pratique, le HNT de l'admin. Et je vous rappelle encore une fois, même si votre admin du domaine, là, il a un mot de passe voilà, de 120 caractères si vous voulez, à partir du moment où j'ai cette empreinte, c'est fini. Okay, je vais pouvoir m'authentifier avec l'admin. On va le voir dans la commande juste après. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a compromis en théorie le sous-domaine sec.nevagroup.local. Si on regarde, on fait juste un petit peu d'énumération au niveau des trusts, donc vous savez, les relations de confiance entre domaines, on va voir effectivement qu'on a une relation donc, bidirectionnelle, c'est-à-dire que les deux domaines se font confiance mutuellement vers un domaine qui s'appelle nevagroup.local, qui est en fait tout simplement le domaine racine. Alors ici, j'ai un peu triché, parce que normalement, l'admin du domaine enfant, il est déjà administrateur de l'entreprise. Je l'ai enlevé juste pour faire la démonstration. En gros, vous voyez qu'ici, alors j'utilise un autre outil qui s'appelle NetExec, tout simplement pour se connecter au contrôleur de domaine. Vous voyez que j'utilise le hash de l'admin du domaine que j'ai récupéré juste avant. Si je le lance sur mon contrôleur de domaine qui est dans le domaine sec.nevagroup.local, qui est donc le sous-domaine, vous voyez que je suis admin ici. Par contre, si je le lance sur le DC du root domaine, alors j'arrive à me connecter, parce qu'effectivement la relation de confiance permet de me connecter, mais je ne suis pas encore admin. Okay, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, ça se fait en une seule commande. C'est un script qui s'appelle racechild. Encore une fois, vous voyez, une paquette à la rescousse. On va spécifier le hash de l'admin du domaine. Et alors il faut, là vous voyez, il n'y a pas d'IP parce qu'en fait j'ai enregistré l'IP dans mon ETC host pour communiquer directement avec le DC qui va bien. Il va aller, en fait, alors là je vais un peu abréger, mais pour ceux qui connaissent un peu, il va faire en fait un DC sync. Donc en fait il va récupérer tous les hashes du domaine enfant. Il va récupérer le hash d'un utilisateur qui s'appelle KRBTGT qui va me permettre en fait derrière de faire ce qu'on appelle un golden ticket. Vous avez déjà entendu parler de l'attaque golden ticket. En fait, c'est un ticket doré. Okay, c'est comme Charlie et la chocolaterie, ça vous donne accès à tout. Et en fait, vous allez pouvoir vous connecter au domaine nevagroup.local, qui est donc le root domaine. Et là, on va récupérer, vous voyez par exemple ici, on a la dernière ligne, on va dire c'est la plus intéressante, l'administrateur ici du domaine parent. Et ça, c'est juste un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en fait la forêt, c'est ce qu'on appelle la security boundary, donc si on voulait parler en français, c'est la frontière de sécurité par Microsoft. C'est-à-dire que si vous pensez, voilà, peut-être vous avez fait un rachat d'une entreprise
et vous décidez bon, bah, d'intégrer le domaine, etc., et vous faites juste un domaine enfant par rapport à votre domaine parent, à partir du moment où il y a un seul domaine dans cette forêt qui est compromis, toute la forêt tombe. Okay, c'est comme ça, c'est by design. Si vous voulez vraiment faire des séparations, alors il faut faire 2 forêts différentes. Okay, ça, c'est un choix qui est comme ça. Ok, bah là on a fini. Donc on a toute la kill chain. Alors si je fais un petit récapitulatif, elle est un petit peu longue, mais on va voir. Donc on a première technique. Donc ici, bon, c'est pas très lisible, mais c'est les ID de technique Mitrattack. Si vous connaissez un peu, c'est un référentiel. On va voir toutes les techniques que vont utiliser des vrais attaquants. Hein. On a la première technique qui était le LLNR poisoning. Donc on avait récupéré un hachage NetNTLM v2. On a procédé au cracking, en fait, au hash cracking donc, de ce hash récupéré juste avant. On a compromis un premier compte utilisateur. Ensuite, on a fait de l'énumération avec Bloodhound. Donc on a identifié un chemin d'attaque potentiel. On a effectué du Kerberos Sting. Donc on a récupéré, je vous rappelle, le hash de SVC SQL parce que c'était un compte de service qui était paramétré tel quel. Et on a fait du hash cracking derrière pour compromettre SVC SQL. Ensuite, on a abusé donc, de nos permissions depuis SVC SQL vers SVC CERT avec donc Shadow Credentials pour compromettre SVC CERT. Ensuite, on a fait une ESC4, donc exploitation d'un modèle de certificat et ensuite récupération du certificat pour l'admin en tant qu'utilisateur standard. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle un pass de certificate. Donc en fait, on a utilisé le certificat tout simplement pour s'authentifier. Okay. Et après, donc ça c'est le détail de la commande racechild. En fait, donc ça fait un DC sync. On récupère le hash KRBTGT sur le domaine enfant. Et ensuite, on fait un golden ticket avec SID history. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais comme dit, si vous avez des questions après, pas de souci. Et ensuite, DC sync pour récupérer le hash de l'admin, donc du domaine parent. Et après, oui, voilà, il manquait ce screenshot, mais après, voilà, on peut faire passe de hash, on peut faire du WinRM, on peut se connecter à distance, etc. Globalement, là, on a tous les accès qu'on veut. Ok, ben voilà, c'est terminé. Donc j'espère que j'en ai pas perdu certains. Donc on est dans les temps. En plus, s'il y a besoin, s'il y a une question, il n'y a pas de souci. Comment ? 2 minutes, il reste. Ouais, comme dit, moi j'ai terminé. Donc s'il y a une question, pas de problème. Oui. Pour faire tout ça, on va dire dans une mission réelle. Celle-ci, bah alors là, bon, voilà, c'est un scénario que j'ai inventé. Mais pour donner un petit ordre d'idée, oui, quand les pentesters vous disent en 15 minutes ils peuvent être domaine admin, c'est largement faisable. Okay, on se branche au réseau, on a un accès initial. Typiquement, il y a 2 mois de ça, il y avait une vulnérabilité assez classique pour ceux qui connaissent le SC8. Voilà, en 15 minutes, c'est plié. Après, évidemment, quand on est pas ce domaine admin, ensuite, c'est pas on rentre à la maison et tout. Si on a par exemple 3 jours de prestat qui sont alloués, on revient en arrière, on efface entre guillemets ce chemin dans notre tête et on essaye de trouver des autres chemins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que oui, je pense que je vais voir avec les organisateurs. Je crois qu'ils donnent les praises à la fin. Donc il n'y a pas de problème. Alors, en fait, ça dépend de l'objectif. Et ça, effectivement, c'est une très bonne question. Parce qu'habituellement, bon, c'est une histoire d'ego, de pentester, de passer domaine admin, etc. Il faut savoir qu'un attaquant, lui, il n'en a rien à faire du domaine admin. Si maintenant il compromet le compte du DAF, par exemple, il va avoir accès à suffisamment de données sensibles pour pouvoir faire ses actions sur objectif. Donc, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est quand même un bon indicateur pour des entreprises peut-être qui ont peut-être une faible maturité. Voir, OK, ben, combien de chemins vers domaine admin j'ai, ça permet de savoir de quoi corriger, quoi, dans un premier temps. Peu importe. Oui. Alors si, les solutions de monitoring, par exemple, alors vous avez des EDR qui détectent le LNR positioning parce qu'ils lancent, alors c'est pas forcément EDR, j'ai envie de dire XDR, après bon là XDR, MDR, machin, voilà, ça c'est aussi un peu du marketing, mais vous avez des solutions qui font des requêtes un peu périodiques de LLMNR, par exemple, pour voir, tiens, si d'un coup j'ai quelqu'un qui me répond pour totobidule.local, c'est bizarre quand même. On va dire qu'à peu près à toutes vous pouvez ici, Kerberos Sting, vous pouvez créer un compte de service Honeypot.
Ok. À partir du moment où il y a quelqu'un qui va demander un ticket pour ce service, ça, c'est bizarre, normalement ce service n'est pas censé être utilisé. Donc il y a évidemment dans toute la kill chain ici, il y a moyen de déployer des défenses, etc. Oui. Quelle technique intégrer? Après, ouais, bah, c'est du hardening, ça on en fait chez certains clients. Nous on vient, on dit ok, on se positionne en tant qu'attaquant, qu'est-ce qu'on peut corriger? Ok. Ouais. Ouais. Après, comme dit, bon là on a atteint le timing. Comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis dispo au Hacking Village. En tout cas, merci à tous.